Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Nous sommes en direct sur Décideurs TV et MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marlène Ribeiro, directrice senior chez Michael Page, un cabinet de recrutement qu'on ne présente plus, et Nicolas Marie, directeur général d'Avanade France, un intégrateur de solutions technologiques en entreprise qui accompagne bien justement les entreprises dans leur transformation numérique. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre. Et bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Big Data, Cloud, le digital accompagne les grands changements de notre économie caractérisés par une dématérialisation et un avènement du collaboratif. Alors quel est son impact sur le fonctionnement du département informatique dans l'entreprise? Quelles sont les nouvelles attentes des professionnels aujourd'hui? En un mot, suffit-il, en une phrase, pardon, suffit-il finalement d'être geek pour réussir dans l'informatique? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Et pour commencer, Nicolas Marie, j'aimerais qu'on essaye de donner une définition de l'informatique en entreprise. Alors, vaste sujet. Je l'aborderai sur l'angle de la digitalisation, en fait. Le monde se digitalise, l'ensemble des usages personnels rentrent dans l'entreprise. Que ce soit des usages au travers des devices, ses propres devices qu'on amène dans l'entreprise. Alors les devices, ce sont les terminaux, voilà, le mobile, l'ordinateur, la tablette. Le terminal, les tablettes, etc. Que ce soit au travers effectivement des applications, des usages qu'on a pris personnellement chez soi, dans la consommation des applications qu'on va avoir. Et tout ce monde-là est venu rentrer, est venu percuter l'entreprise depuis déjà quelques années maintenant. Premier élément. Deuxième élément, l'entreprise se digitalise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble de ces processus sont de plus en plus exposés à une digitalisation. On va retrouver dedans les domaines inhérents au changement ou au complément de repositionnement en fait, des grandes entreprises sur leur domaine. Tout cela amène effectivement à une refonte des métiers de l'information, ce qui avant était appelé l'informatique et qu'on avait l'impression de cantonner dans la division informatique, qui aujourd'hui sort complètement du monde de la division informatique pour rentrer dans l'ensemble des métiers. Alors justement, on intégrait en général la fonction informatique dans ce qu'on appelle les fonctions support, au même titre justement que les ressources humaines par exemple. On oppose en général ces fonctions support aux fonctions métiers. Marlène Ribeiro, comment peut-on définir ces fonctions métiers justement ? Alors ce sont les fonctions qui sont comme les fonctions commerciales, les fonctions marketing, qui sont finalement au cœur de la vente et de la relation externe de l'entreprise. Et effectivement, par le passé, la direction informatique était considérée comme une fonction support justement à la vente et à tout le business de l'entreprise. Maintenant, on va peut-être en discuter aujourd'hui, mais l'idée est de montrer que l'informatique est en train de se transformer et que ce n'est plus tout à fait le cas. Alors justement, Nicolas Marie, avec Avanade, vous avez publié une enquête récemment, en mai de cette année, réalisée auprès de 1000 cadres dirigeants et responsables de services informatiques. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a des tensions croissantes entre peut-être justement les opérationnels et les professionnels de l'informatique. Quelles en sont les causes? Alors, je vais proposer de donner deux chiffres en fait, importants pour fixer en fait un peu le point. Aujourd'hui, en gros, un tiers des budgets informatiques sont consommés en dehors des services informatiques, donc ne sont plus sous la responsabilité historique des divisions informatiques. Ce qui est quand même assez nouveau, ce qui est quand même relativement récent. Et un tiers, c'est à peu près le même chiffre qu'on va retrouver en France et dans le monde. On n'a pas de différence flagrante à ce niveau-là dans la poids. Un tiers, donc ça c'est important. Et ensuite, deuxième chiffre, j'aime pas beaucoup donner des chiffres, c'était juste deux. Deux tiers, 79% au niveau global, quelque chose comme ça. Des entreprises, en fait, des personnes interrogées considèrent que la fonction de l'informatique, en fait, c'est véritablement de travailler plus sur l'interaction, donc d'être plus dans un domaine qu'on va appeler le courtier en service, le service broker en anglais, en terme anglicisme, vraiment le courtier de service, c'est-à-dire la personne qui va être capable effectivement de rapprocher véritablement le monde du business et de se remettre véritablement au service du business.
Autrement courtier de dit, service. c'est un mot à la mode, l'informatique doit devenir un business partner, c'est ça? L'informatique doit devenir un business partner, est en train de devenir un business partner à marche forcée. Marlène Ribeiro, vous avez la casquette justement IT chez Michael Page. Vous recrutez pour les cabinets de conseil en système d'information, pour les SS2I et puis évidemment pour les entreprises pour recruter leur cadre informatique, du service informatique. Est-ce que vous ressentez ce que vient de nous décrire Nicolas Marie? Oui, tout à fait. En fait, on demande vraiment à l'informatique de sortir de son bureau et de s'intéresser à l'entreprise, à l'activité de l'entreprise, à la rentabilité, à la compétitivité des entreprises et du coup à proposer ses services pour des gains pour l'entreprise. Donc effectivement, on est vraiment sur un business partner plus qu'une fonction support. Effectivement, on sent qu'il peut y avoir beaucoup plus d'exigences de la part des directions générales vis-à-vis des directions des systèmes d'information, parce que je pense que les directions générales ont compris que les directions des systèmes d'information pouvaient aider les entreprises et pouvaient leur faire gagner de l'argent. Et deuxièmement, l'informatique avant était une matière confidentielle et aujourd'hui, c'est rentré dans les usages. Donc, on comprend davantage les impacts et du coup, on est beaucoup plus demandeurs pour que l'informatique nous aide et propose des solutions. Mais alors, Nicolas Marie, est-ce que finalement, on pourrait aussi inverser le problème? On pourrait dire, est-ce que ça n'est pas aux opérationnels d'apprendre de l'informatique et de s'irriguer de cette culture informatique plutôt qu'en effet intégrer du business dans le département informatique? Alors, très bonne question. Oui, forcément, notamment dans des usages de type de services que vous allez trouver aujourd'hui dans le cloud, où vous êtes capable d'acheter des services, entre guillemets, plus de bout en bout que des morceaux de services qu'il va falloir intégrer, qu'il va falloir opérer. Donc, oui, vous avez en partie raison. On voit une évolution dans ce sens-là. Si on prend un cas très concret, imaginons dans l'interaction avec le client, est-ce que qui va intégrer une complexité technologique, est-ce un responsable d'informatique d'interagir directement avec le client ou au contraire un chef de projet plus transversal d'interagir avec lui? Aujourd'hui, on a les deux modèles. On n'a pas un seul modèle qui a émergé. Aujourd'hui, on a les deux modèles. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'effectivement, les deux mondes sont en train de se rapprocher. C'est-à-dire que les gens qui étaient issus plutôt, ou qu'on embauchait avant dans les directions des systèmes d'information aujourd'hui, doivent apprendre à comprendre de plus en plus à quoi ça sert, comment ça marche, notamment pour se placer sur des innovations et des innovations qui peuvent être des nouvelles axes de développement de l'entreprise. Donc, ils ont un discours de plus en plus métier, ils ont une compréhension, de plus en plus forte, une interaction de plus en plus forte avec les métiers. De la même façon, les métiers, ce qu'on appelait historiquement les métiers, doivent être aussi capables et comprennent de mieux en mieux l'informatique pour l'appréhender, pour comprendre qu'est-ce qu'ils sont capables d'en obtenir et quels sont quand même les pièges. Parce qu'il faut quand même rappeler que derrière, plus on essaye de simplifier en amont l'informatique, plus elle devient très très complexe dans son travail d'intégration, dans son travail de mise en place de politiques de sécurité, etc. Donc on est toujours face à un métier quand même très schizophrénique où effectivement d'un côté il faut aller clairement plus vers les métiers et en même temps la partie technique reste et même devient, je pense, de plus en plus compliqué. Alors justement, Xavier Niel a monté son école, l'école 42, qui a pour but de former des développeurs, des techniciens vraiment de l'informatique. Selon lui, on manque vraiment de gens compétents techniquement. Dit-il, il manque 7000 personnes capables de programmer par an. Est-ce que justement, ce n'est pas en opposition peut-être avec l'évolution qu'on est en train d'évoquer ? Alors en fait, il y a deux choses. Pour tous les profils qui sont extrêmement pointus techniquement et qui sont notamment capables de faire du développement informatique, on en manque cruellement. Donc ça, c'est une vraie nécessité depuis des années et ça sera encore le cas pendant des dizaines d'années. Les technologies changent et les développeurs doivent s'adapter à ces nouvelles technologies. En revanche, effectivement, on demande de plus en plus à l'informatique de changer et d'être proche des métiers et du business. Et effectivement, il ne suffit pas d'être un geek pour réussir en informatique. Il faut être schizophrène alors. Il faut pouvoir comprendre les enjeux de ce qu'on est en train de développer. Et comprendre les enjeux, c'est vraiment primordial sur aujourd'hui ce secteur numérique. Oui, peut-être vous vouliez ajouter quelque chose. Non, il y a un chiffre très intéressant qui me marque moi depuis plusieurs années. Il y a plus aujourd'hui d'ingénieurs informaticiens qui partent à la retraite en France que d'ingénieurs informaticiens qui sortent de les écoles. Donc c'est encore une fois un appel et je pense qu'effectivement Xavier Niel l'a très bien compris et il joue là-dessus et il a entièrement raison.
il y a véritablement appel à retrouver et à reformer aussi des gens spécialisés dans les métiers de l'ingénieur en France, et on en manque cruellement. Alors, en plus de l'autre effectivement aspect, c'est que de toute façon, vu que l'entreprise se digitalise de plus en plus, la part inhérente à l'informatique, à la gestion de l'information, on va dire ça comme ça, dans l'entreprise devient de plus en plus importante. Donc effectivement, on a de plus en plus besoin aussi de nouveaux métiers, de personnes qui accèdent à des nouveaux métiers. Alors justement, de quel métier parle-t-on? C'est ce que nous allons voir dans notre rubrique Les postes à pourvoir. Big Data, Cloud, travail collaboratif. Quels sont, Marlène Ribeiro, les nouveaux métiers qui en découlent? Alors, sur les problématiques de Big Data, on parle donc de... alors, quand on parle de Big Data, on parle de données qui sont extrêmement volumineuses et qui sont sous des formats très différents. Donc, on parle de ça. Alors, on nous demande encore beaucoup de consultants data. Souvent, on parle des 3V dans le Big Data, volume, variété, vélocité. Tout à fait. Donc, on est bien là-dedans. Alors, c'est vrai qu'on nous demande déjà depuis quelques années des consultants data. Donc, ça, c'est une très, très forte demande. Alors, souvent, ces consultants data sont capables d'analyser des données qui viennent d'une seule source. Contrairement au data scientist, qui est aujourd'hui le nouveau poste à la mode, qui est capable justement d'aller chercher ces données et de pouvoir les analyser, mais venant de sources très différentes, et capable ensuite de les restituer pour qu'on puisse prendre des décisions sur ces données-là. Donc le poste de data scientist est un poste qui est en train de prendre un véritable essor, mais on nous demande encore beaucoup de consultants data. Donc sur le big data, ce sont vraiment les deux fonctions qui reviennent très souvent. Sur les problématiques de cloud, alors c'est vrai que comme les entreprises passent de plus en plus par du cloud, en fait, et que ça peut être très très complexe pour des organisations qui sont matures en informatique, on va beaucoup nous demander des contract managers, donc des personnes qui sont capables justement de gérer ces contrats qui peuvent être d'une extrême complexité. Donc ça, c'est une forte demande depuis quelques années. Et on va également nous demander des experts sur de la sécurité informatique. Donc ça, c'est également une très très forte demande depuis quelques années. Est-ce qu'il y a d'autres métiers porteurs où on reste principalement sur ces quatre? Peut-être Nicolas Marie, vous pouvez nous dire, vous, quelles sont les ressources dont vous avez le plus besoin au sein d'Avanade? Non, oui, ce qui est très très intéressant, c'est qu'effectivement, depuis 2 ans, on avait fait un pari qui est en passe d'être totalement réussi. C'est on a monté une agence digitale à l'intérieur en fait, d'Avanade. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez de plus en plus la mobilité, je veux dire, rentre de plus en plus dans l'ensemble des usages. Ce que les clients maintenant demandent et ce qu'on est obligé de livrer, c'est des applications qui sont non seulement efficaces, mais qui sont d'un point de vue, on va dire, technologique ou d'un point de vue réponse aux besoins fonctionnels, mais qui sont aussi efficaces en termes de navigation, qui sont aussi efficaces dans le design qu'elles embarquent. Il faut qu'elles soient user-friendly. Oui, exactement. Exactement. Et encore une fois, c'est l'implication, je pense, du monde anciennement, du monde personnel dans l'entreprise. Donc, vous ne pouvez plus livrer une application comme il y a 5 ans. C'est plus envisageable. Enfin, aujourd'hui, comme il y a 3 ans encore. C'est même plus envisageable. C'est même plus envisageable. Donc, il y a une révolution inhérente à ça. Et donc, on cherche effectivement, on continue de chercher des gens et des personnes qui sont spécialisées sur la partie graphisme et sur les parties digitales, au-delà des métiers, on va dire, plus classiques, plus traditionnels, dans lesquels on va nous attendre et dans lesquels, bien sûr, on va continuer de recruter. Alors, Marlène Ribeiro, vous nous avez présenté 4 fiches métiers. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les secteurs les plus demandeurs de ces nouveaux métiers? Alors, pour tout ce qui est Big Data, les secteurs qui font appel à ce genre de profil, le secteur de l'assurance, le secteur bancaire, le monde de la santé, qui sont très consommateurs de ce genre de profil. Vous avez également le monde des sociétés de services, parce qu'ils ont besoin justement de ces profils. Avec les enjeux justement du dossier médical personnel, toutes les données à gérer. De façon générale, alors ça peut être pour de la recherche, tout simplement. Donc vous avez beaucoup de statistiques dans le domaine de la santé. Donc c'est dans la recherche où on demande beaucoup ce genre de candidats. Également le monde du service informatique, qui sont très consommateurs, puisque eux-mêmes proposent ces profils, ces experts pour des entreprises. Et puis le marketing, de façon générale, qui ont besoin d'analyser énormément de données. On parlait en effet des graphistes, du développement d'applications. C'est en effet, j'imagine, les services marketing qui sont très demandeurs. Tout le monde est demandeur, oui. Ça répond, je pense, fondamentalement, ça répond fondamentalement à la question de la digitalisation. À partir du moment où une entreprise se digitalise, la première chose qu'elle doit faire, c'est remettre la main sur les données qui circulent
sur lui et qui lui permettent effectivement sur les réseaux sociaux d'analyser le comportement des différents acteurs, sur les sites qu'il exploite, de s'assurer effectivement d'une méthode de navigation, etc. Donc la donnée devient et va devenir l'élément le plus important dans la digitalisation et dans le développement du web pour les entreprises. À partir de ce moment-là, on a effectivement complètement besoin de data scientist. Donc la nouvelle star, c'est le data scientist. Clairement. Rentrons dans le concret, parlons un peu rémunération. Oui. Quel peut être le salaire d'embauche pour un data scientist? Alors un data scientist va commencer en termes de rémunération à 35 000 € brut annuel. Ça peut être même un petit peu au-dessus s'il sort de très bonnes écoles. Alors quelles sont les bonnes écoles justement? Alors vous avez l'ENSAE qui est très bien positionné pour tous ces postes qui tournent autour de la donnée, puisque c'est une école qui est spécialisée en statistique et qui d'ailleurs propose un master spécialisé pour former aux data scientists. Donc 35 000 € après 3 ans, suivant la qualité de ce qui a été réalisé, de l'expérience, sont des personnes qui vont être entre 45 et 50 000 € annuels bruts. Et s'ils continuent de monter en expertise, ce sont des rémunérations qui peuvent être très élevées. Donc c'est un métier qui paye bien et qui est extrêmement porteur. Nicolas Marie, vous embauchez des data scientists? Vous confirmez? Est-ce que vous embauchez des data scientists? Oui, tout à fait. D'accord. Autre chose très importante. On est autour de cette grille de salaire oui, chez Avanade aussi? exactement. Autre chose, avec effectivement, je reviens tout à l'heure sur un point important, je pense, avec l'avènement de la digitalisation et l'utilisation de plus en plus de services de cloud, il y a un autre domaine, alors lui qui est un petit peu plus technologique, qui reste très technologique, mais qui est de plus en plus demandé et dont vous parliez aussi tout à l'heure, c'est le domaine de la sécurité. Parce qu'effectivement, du coup, l'exposition et la sécurité de l'entreprise par rapport aux enjeux qu'elle a de confidentialité et de concurrence et de compétition par rapport à la concurrence est très très importante. Donc effectivement, là, tous les postes qui sont liés à la sécurité, même si là, encore une fois, on est un petit peu plus technique, reste quelque chose qui est en train de s'envoler, enfin dans la demande est en train de s'envoler et on voit bien qu'effectivement, on est à l'aube d'une très forte demande continue dans ce domaine-là. Et alors, quelles sont les évolutions possibles de carrière? Justement, on parlait en début de cette émission de cette nécessité d'avoir des techniciens, mais des techniciens qui soient de plus en plus ouverts aux autres services de l'entreprise. Est-ce que justement, ça ouvre des opportunités nouvelles de carrière? Nicolas Marie. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas nouveau. Nous, on fait ça déjà depuis pas mal d'années, notamment dans l'implémentation des ERP, comme on a fait pour Sodexo, comme pour d'autres grands clients. On a besoin de profils techniques, qu'on appelle ça, mais aussi de profils fonctionnels. Donc, le profil fonctionnel doit être capable, effectivement, clairement d'analyser le besoin fonctionnel du client de manière à le traduire ensuite en spécifications qui vont être soit permettre de paramétriser, soit permettre de développer. Ce qu'on favorise beaucoup, c'est les passages au sein de la vie d'un consultant d'un profil technique vers des profils fonctionnels. Donc ça existe déjà, c'est important de le remettre, je pense, en exergue parce que ça fait partie du thème. Et donc quelqu'un peut commencer effectivement plus dans certains domaines techniques, plus comme le geek, entre guillemets, lorsqu'il a 0 à 5 ans de truc. Donc le geek n'est pas mort, il a toujours besoin de geek, hein, c'est pas un appel à... Donc ça serait peut-être... Mais par contre, il y a voilà, exactement, il y a une progression, il y a un changement au bout d'un certain nombre d'années. Les personnes qui ont bien été capables de faire le métier technique sont capables d'évoluer. Nous, on propose pas mal d'évolution vers le métier fonctionnel. Et peut-être au sein de vos clients, dans une entreprise qui ne soit pas une société de conseil, est-ce qu'en effet, on peut évoluer d'un poste très technique, informatique, vers peut-être des fonctions plus transversales? Tout à fait. En fait, l'évolution d'un poste technique vers un poste fonctionnel fait partie des évolutions très classiques dans le domaine des systèmes d'information. Est-ce que vous avez des exemples? Vous pouvez avoir quelqu'un qui travaille en tant que chef de projet d'une application. De plus en plus, par exemple, cette application impacte des directions comptables ou des directions financières au sens large. Et finalement, cette personne commence à monter en compétence sur tout le domaine fonctionnel financier et petit à petit devient plus fonctionnel que technique. Donc ça, c'est une évolution qui est très classique. Ensuite, vous avez l'autre évolution qui est l'évolution vers l'expertise, vers l'architecture, vers l'expertise, qui sont extrêmement prisées également, puisque vous avez de plus en plus de personnes qui veulent aller vers les métiers et vers le fonctionnel. Et du coup, on manque aussi d'experts, de personnes qui veulent aller vers l'architecture. Et là aussi, on s'arrache ces profils.
Donc, Nicolas Marie, vous êtes d'accord? Je confirme absolument. Tout à fait aligné. Après, effectivement, il y a toujours une distinction qui est faite dans le marché de l'informatique entre les chefs de projet plus du côté informatique et les chefs de projet plus du côté client, les fameux AMOE, AMOA. Et ce que je voudrais simplement compléter, c'est qu'effectivement, on a aussi une possibilité d'avoir des gens qui vont passer aussi sur les métiers un peu plus d'AMOA, qui vont passer de la technique au fonctionnel ou vers les métiers de chef de projet, mais qui peuvent aussi le passer avec une casquette un peu plus AMOA, donc beaucoup plus proche des utilisateurs, beaucoup plus proche de la récolte des besoins et de la traduction de ces besoins en spécifications. Alors, quel générales. conseil vous pouvez donner aux candidats qui souhaitent se lancer dans une carrière sur ces métiers informatiques et digitaux, ou alors ceux qui sont en poste mais qui souhaitent évoluer? C'est ce que nous allons voir dans notre dernière rubrique, les conseils aux candidats. Nicolas Marie, on commence par vous. Quels conseils pourriez-vous donner? Alors, une carrière est longue. Il ne faut pas oublier aujourd'hui une carrière, il faut l'envisager comme quelque chose de très très long. Donc je pense que ce qui pour moi est le plus important, c'est de garder une notion de curiosité, parce qu'on va être amené à voir tellement de nouvelles technologies, métiers, services, façons de vendre, de délivrer des services au cours de sa carrière, qu'il faut véritablement avoir des gens qui sont obsédés par la capacité de se remettre en permanence en question et donc par un esprit de curiosité très très important. Donc c'est une des choses que je conseille, c'est attention, je veux dire, il y a des métiers qui restent, mais il y a véritablement des tels bouleversements qui ont lieu en permanence dans notre industrie qu'il faut rester il faut rester très mobile, très mobile dans sa tête, je dirais, et réactif, de manière à être capable d'appréhender l'ensemble de ces nouveaux métiers. Marlène Ribeiro, on en parlait. Nicolas Marie nous parle de curiosité, on parlait d'ouverture tout au long de cette émission. Est-ce que dans le cadre de vos entretiens, comment vous testez ces qualités? Alors en fait, c'est la capacité du candidat à mettre son vécu et son expérience et ses réalisations dans un contexte avec des enjeux, donc qui est capable de prendre du recul par rapport à ce qui a été réalisé. On voit tout de suite finalement le geek, l'informaticien très technique qui finalement ne sait pas toujours pourquoi est-ce qu'il développe une application, ne connaît pas forcément le domaine d'application. Et vous avez les autres qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire, qui comprennent exactement les enjeux business et qui sont capables de les expliciter en entretien. Donc ils le font très naturellement, généralement. On n'a pas besoin de beaucoup les questionner pour qu'ils puissent remettre tout ceci dans un contexte. En les questionnant, on a également toutes les informations, que ce soit sur la partie technique, mais également sur leur compréhension des enjeux métiers. Nicolas Marie, vous faites la même chose, vous, quand vous recrutez chez Avanade? Oui, je rebondis tout à fait. Et alors, entre un très bon technicien qui n'a pas cette ouverture au business, mais quelqu'un qui a une facilité à expliquer, mais qui peut-être a des failles au niveau technique, qui vous préférez? Il n'y a pas de préférence, en fait, il y a de la place pour tout le monde. On a un métier très ouvert. Donc ils seront embauchés, mais pas sur le même poste. Exactement. C'est ça? Exactement. Oui, ils seront embauchés pas sur le même poste et surtout leur développement de carrière ne se fera peut-être pas dans les mêmes dimensions. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont rester effectivement des experts et qui vont se destiner à être des experts dans des domaines. Et bien heureusement, on en a besoin, on en a et il en faut toujours en former et orienter des gens dans ces domaines-là. Et puis il y en a qui effectivement seront un peu plus, ou vont se développer au fur et à mesure de leur carrière dans des domaines beaucoup plus proches des métiers ou proches du fonctionnel. Et pour quelqu'un qui est vraiment débutant, qui sort peut-être du lycée, qui commence ses études supérieures, vers quelle formation l'orienterez-vous? Alors, sans forcément citer des noms, mais... Ne vous inquiétez pas. Alors, je pense que les formations reines, ce sont les écoles d'ingénieurs. On dira ce qu'on voudra, ça reste la demande numéro 1 des Nicolas employeurs. Marie, vous êtes ingénieur de formation, je crois, et vous avez été ensuite, vous avez passé un MBA, donc vous avez cette double dimension ingénieur commercial. Est-ce que, en effet, vous considérez que c'est une force? Oui, tout à fait. Parce que effectivement, on continue et on développe de plus en plus des embauches, on va dire, de la part des deux mondes classiques, des deux filières classiques, que ce soit le commerce ou que ce soit l'ingénieur. Donc, sur les études, sur les parties techniques, on embauche des ingénieurs, mais on embauche ici des gens qui sortent effectivement de fac avec des miages.
Et puis sur les parties effectivement plus école de commerce, eh ben, on a besoin pour des gens plus fonctionnels ou des métiers comme le change ou des métiers comme l'accompagnement au changement dans les usages. Parce qu'en fait, ce qui est sous-tend aussi un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est les changements des usages dans les entreprises. Et pour accompagner dans les changements des usages, on a besoin de gens effectivement qui soient pas forcément qui sortent pas forcément d'école d'ingénieur. Donc on embauche véritablement maintenant un peu dans les deux filières, on va dire, les plus classiques qu'on trouve en sortie de. Alors après, ce qui est important, alors effectivement, la formation initiale reste importante, ça c'est une chose. Quand même, malgré tout, école d'ingénieur. École d'ingénieur. Marlène Ribeiro, ça reste le tronc commun. Voilà, qui tout à fait. Pour des premiers postes qui sont techniques, une école d'ingénieur généralement est demandée. Pour des postes qui sont tout de suite très fonctionnels, une école de commerce ou une école d'ingénieur sont généralement requis pour prendre les postes. Effectivement, les MIAGE sont extrêmement prisés également. Et après, les autres formations sont un peu plus secondaires face à celles-ci. Après, que ce soit des prépas... Est-ce que vous dites, donc, en effet, chez Michael Page, malgré tout, aujourd'hui, il y a encore... vous percevez les formations universitaires d'un moins bon œil que les écoles de commerce et écoles d'ingénieurs? Alors nous, on est juste le reflet on a le regard de nos clients et nos clients nous le demandent. Donc effectivement, ils gardent cette préférence pour des personnes qui ont fait des écoles avec des prépas intégrés ou des prépas type Mathsup, Mathsp ou HEC. Mais voilà, ça c'est une chose qui est importante. Ça reste la voie royale. Exactement. Après, la deuxième chose, et je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui est important dans le domaine des systèmes d'information, c'est le secteur qui est le plus en mouvement et qui change constamment. Parce que vous avez des nouvelles technologies, vous avez des nouveaux produits, vous avez des nouveaux phénomènes, des nouvelles tendances. Et du coup, vous devez vous former tout au long de votre carrière. Et aujourd'hui, alors, on dit que les marchés de l'informatique est un marché qui est en tension parce qu'on manque de candidats. Et en fait, paradoxalement, vous avez un taux de chômage qui reste élevé, puisqu'il est de 7% dans l'informatique, ce qui reste quand même élevé quand on parle d'un marché qui est pénurique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont au chômage, vous avez une grande partie qui sont des seniors, des personnes qui n'ont pas réussi à se former et qui sont parfois restées enfermées dans une technologie qui est devenue obsolète malheureusement. Donc il faut vraiment faire de la veille technologique constamment, il faut se former et il faut suivre les tendances. Et effectivement, je vous rejoins, il faut complètement cette curiosité et c'est propre à ce secteur. C'est vrai ce que nous dit Marlène Ribeiro et ça fera certainement l'objet d'une autre émission. Il faut s'adapter en permanence dans ce secteur plus que d'autres. Oui. En permanence, ce que je disais tout à l'heure, en permanence. Nous, on forme à peu près nos collaborateurs, chacun de nos collaborateurs, à 3 semaines de formation par an pour effectivement rester toujours, je dirais, à la pointe. Mais quand on dit à la pointe, ce n'est pas juste sur les sujets techniques, ça peut être sur les sujets de Scrum qu'on a vu arriver relativement récemment, toutes les méthodes agiles de delivery de projet. Il y a 10 ans encore en arrière, ça restait quand même dans les faits un petit peu de mode. Aujourd'hui, on en fait sur à peu près peut-être un projet sur 2. Donc, c'est des choses qui sont arrivées de façon très très importante dans les 3-4 dernières années, à titre d'exemple. Après, dernière chose, je compléterai, on considère aussi qu'à partir du moment où on a une certaine taille, je pense qu'on doit jouer un rôle un peu plus sociétal dans l'entreprise, dans le monde pardon, qui nous entoure. Donc on a commencé nous à apprendre depuis 1 an des embauches de personnes qui sortent de DUT et IUT et on les accompagne en fait dans leur parcours professionnel de manière aussi à donner entre guillemets la chance à ceux qui ne sortent pas des voies royales dont parlait Marlène Ribeiro tout à l'heure à l'instant d'arriver effectivement à prendre pied dans l'entreprise et à prendre pied et se sentir bien dans les projets. Alors on les met sur d'autres types au début de missions, d'autres types de jobs bien sûr, mais on a commencé effectivement véritablement à épouser ça. Et on a un très très bon succès, on a des gens merveilleux, on a des gens très bien formés dans ces domaines-là aussi, et qui ont des très très belles carrières, dans certains très très belles carrières ensuite. Donc c'est pas, voilà, c'est... J'ouvre aussi un petit peu le débat pour finir l'entretien sur les différentes possibilités. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marlène Ribeiro, merci beaucoup Nicolas Marie, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous êtes curieux et légèrement schizophrène, comprenez un pied dans la technique, un pied dans le business, eh bien les métiers de l'informatique et du numérique sont pour vous. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.